Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV à partir de 12h00. Tous les jours, il y a 6 histoires diffusées sur YouTube, DMG TV à 12h00. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Donc, s'il vous plaît, laissez toujours un like, laissez des commentaires. Tous ceux qui envoient les histoires ici viennent forcément lire les commentaires. Si vous avez une question à poser, un conseil à donner à chaque intervenant, faites-le en commentaire. Merci. Donc, on va écouter la première histoire. Bonjour la famille, bonne année, bonne santé, meilleurs vœux de prospérité. Voilà, je viens vous raconter une histoire qui m'a été relatée par ma mère. Et ma mère, disons, c'est sa copine qui a vécu le drame. Ça se passe au Gabon. Donc, la copine de ma mère a élevé la fille de sa sœur, donc sa nièce. Et ensuite, cette fille-là était métisse, donc très métissée. Et du coup, elle a fait des études au Gabon et puis elle a fini les hautes études en France. Donc pendant son cursus scolaire en France, elle rencontre un Gabonais comme elle. Et en fait, ils ont à peu près la même histoire. Pareil, lui aussi, il avait été élevé par une tante. Et c'est pareil aussi comme elle, sa tante qui l'avait envoyé en France faire des études. Donc les deux décident de se mettre en ménage et pendant qu'ils sont en France, ils ont un enfant. Et donc à la fin de leur cursus, ils descendent avec leur bébé qui a à peu près 2 ans. Ils arrivent au Gabon, ils s'installent et voilà. Et le problème, c'est que sa belle-mère à elle, la mère biologique du garçon, ne l'accepte pas du tout. Donc, mais par contre, la mère nourricière l'accepte et tout se passe au mieux. Et la mère biologique n'arrête pas de lui faire des histoires, donc elle s'installe presque à la maison, là où elle est. Et à chaque fois, elle surveille tout dans leur maison. Et puis, bon, elle vient le dire à la copine de ma mère en disant, ben, maman, je comprends pas ma belle-mère, elle est tout le temps en train de fouiner dans mes affaires. Et puis, bon, voilà. Et depuis qu'ils étaient descendus au Gabon, elle n'arrivait pas à faire d'enfant. Elle n'arrivait pas à enfanter parce que, bon, elle se retrouve voilà, à attendre un deuxième enfant désespérément. Et donc, leur enfant a 3 ans, elle tombe enceinte et pendant qu'elle est enceinte, peu de temps après, elle avorte naturellement, donc elle ne comprend pas. Donc elle suit un traitement, ça se passe comme ça se passe, il n'y a toujours rien qui arrive. Donc du coup, elle fait 3 ans et c'est la belle-mère qui s'acharne à lui dire qu'elle était stérile alors que quand elle était enfant, elle avait eu quand même cet enfant avec son mari. Donc la belle-mère dit à son fils, écoute, comme ta femme ne fait pas d'enfant, il fallait prendre une deuxième femme. Mais par contre, la maman nourricière elle lui dit, bon, n'écoute pas ma soeur, moi je t'aime, je sais que vous allez enfanter notre enfant, donc laisse le temps faire, et puis voilà. Puis un jour, il y a leur enfant, sa 6e année, tombe malade. Le gamin est malade, il l'amène à l'hôpital, ça ne va pas, on ne comprend pas, l'enfant a comme des absences, et il tombe tout le temps, et on découvre que le gamin a de la drépanocytose, et donc, et là, ils ne comprennent pas du tout. Et le gamin, il n'a pas de sang, voilà, il faut tout le temps lui donner du sang et bon, puis à la fin, le gamin, leur enfant meurt. Et donc, l'enterrement se passe donc du côté de son mari, dans un petit village un peu éloigné de Libreville, de la capitale. Donc, pendant l'enterrement, la maman, elle est inconsolable, elle est enfermée dans la chambre. Et après l'enterrement, les gens, le lendemain, en fait, la chose se passe le lendemain. Pendant qu'il y a la veillée mortuaire, il y a un chasseur qui revient de la forêt en criant. Venez voir, oh, venez voir. Et donc tout le monde
les gens sortent de la maison. Qu'est-ce qui se passe? Le chasseur demande aux gens de le suivre vers le cimetière. Donc quand ils arrivent au cimetière, c'est là qu'il raconte que pendant qu'il rentrait de la chasse, il a vu un chien qui était en train de manger quelque chose. Mais de loin, il ne voyait pas bien, mais au fur et à mesure qu'il s'approchait, il ne faisait pas de bruit. Il a vu qu'il y avait comme un enfant, comme un bébé. Il a bien regardé, c'était un être humain. Donc c'était en fait le petit qui était mort, qu'on avait enveloppé dans un drap blanc et on l'avait enterré à même le sol, comme ça se fait dans certaines ethnies. Quand un enfant quand c'est un enfant, on l'enterre à même le sol, disons enveloppé juste dans un linceul. Et donc du coup, le chasseur, avec sa machette, a donné un grand coup de machette sur le cou de du chien. Donc le chien s'est sauvé. C'est comme ça qu'il est venu ameuter le village et tous les villageois sont rendus sur le lieu et ils ont trouvé que le chien avait dévoré presque le visage de l'enfant décédé. Et donc ça a fait un grand bruit dans le petit village et les gens ont commencé à parler, mais sauf qu'ils n'ont pas dit à la mère. Ils ont tenu la mère à l'écart, comme elle était enfermée dans la chambre et qu'elle passait son temps à pleurer son bébé. Du coup, les villageois ont enterré le gamin, ils ont mis dessus des gros cailloux pour pas que le chien revienne. Et pendant ce temps, la belle-mère, on ne la voyait pas. Elle était enfermée dans l'autre chambre en train de... Elle a commencé à crier là-bas qu'elle a mal, venez, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Et les gens ont dit, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Donc ils l'ont dit, oh, amenez-moi à l'hôpital, je ne me sens pas bien. Ils l'ont amenée à l'hôpital, sauf que quand ils sont arrivés à l'hôpital, c'est là que le médecin s'est rendu compte qu'elle avait une plaie béante au cou, à l'arrière, à la nuque. Et c'est comme ça que le médecin pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé, madame, et tout. Et les gens, franchement, les gens qui l'ont amenée à l'hôpital se sont posés. Et sa soeur, où tu as pu te blesser comme ça, on dirait un coup de machette. Et c'est là qu'elle a parlé parce qu'elle sentait vraiment qu'elle était en train de partir. Que bon, voilà, qu'elle détestait sa belle-fille et que, voilà, et en même temps... elle ne voulait pas, c'est elle qui pompait le sang de l'enfant. Elle partait, le sang lui servait de carburant quand elle allait la nuit. Et voilà, donc d'où le petit était. Et on lui avait demandé de prendre l'enfant, d'où elle s'est transformée en chien pour dévorer l'enfant. Elle voulait surtout dévorer le cœur de l'enfant. Et voilà. Donc de ce fait, après avoir parlé, elle est morte. Donc ça faisait maintenant que c'est plus tard que la belle-fille a su que c'était sa belle-mère qui avait tué son gamin. Et donc maman avait assisté à la cérémonie, elle avait assisté à la chose. Maman me dit que bon, c'était horrible à voir quand même, de voir comment l'être humain peut être méchant. Donc voilà. Donc la moralité de cette histoire, c'est de dire de ne faire confiance à personne et que souvent... dans nos villages, dans nos villes, dans nos pays, souvent la belle-mère, quand elle déteste la belle-fille, on se demande le pourquoi du comment. On ne pourra jamais expliquer la méchanceté de l'être humain. Mais voilà, quand tu as une belle-mère, on a une belle-mère ou un beau-père, c'est souvent les belles-mères qui détestent leur belle-fille. Faisons attention à nos enfants, faisons attention à nous-mêmes. Et prions souvent, parce que si cette fille et femme était versée dans la prière, je ne pense pas qu'elle aurait accepté de côtoyer sa belle-mère et de pouvoir laisser partir, parce que une maladie mystique, on peut savoir, on sait comment la combattre des fois, tout ce qui est mystique, dans la prière et voilà, dans la protection de nos enfants aussi et de nous-mêmes, de notre famille, de notre cercle familial, même disons, toi, ton mari ou le mari et sa femme et les enfants avec. Voilà, faisons vraiment attention et que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Salut DMG, salut à toute la famille DMG. J'ai souvent suivi beaucoup d'histoires sur DMG, mais il y a quelque chose qui m'est arrivé il y a de cela peut-être 2 ans comme ça.
je ne suivais pas encore DMG. Mais dans la vie, nous sommes tous avisés, il faut faire attention. Mais parfois, on retombe toujours dans certaines erreurs. C'est notre peut-être faiblesse humaine. Ou bien tu vas être gentil, tu vas aider ton semblable. On ne sait même plus trop qui aider, qui n'est pas aidé. Parfois, tu n'as même aucune arrière-pensée. C'est-à-dire que tu es naturel. Tu veux aider quelqu'un comme ça parce que tu vois que la personne a des difficultés. Mais après, ça risque de te coûter très cher. Parfois, ça te coûte même très cher. Voici un samedi, je sors de la messe au matin. Je sors de la messe. Ah, nous sommes au pays des Blancs. Nous sommes au State. Oh. Je m'arrête à côté d'un mall comme ça parce que je voulais passer un coup de fil pas loin de la messe. Comme ça, je m'arrête dans le parking, dans le grand parking. Là, je gare quelque part là. Et puis, je me place là. Je prends mon téléphone. Mais finalement, je n'appelle même pas encore. Je suis là. En fait, je suis en train de chercher le numéro. Voilà une dame qui s'amène dans une vieille voiture, une vieille Toyota Camry blanche. La femme là a l'air de quelqu'un qui ne se lave pas depuis. Elle a l'air crasseuse. Avec les habits dans la voiture, tout l'arrière là, plein d'habits. Il y a beaucoup les habits à l'arrière de la voiture. Et elle m'accoste. Donc elle vient là, moi je suis sur le côté, elle s'arrête. Bonjour, est-ce que je peux te parler? Moi aussi, elle dit oui. Comme je sors de l'église, non, je me dis que je n'ai même pas eu parfois vous voyez quelque chose, vous avez même les idées, ou bien tu as un sentiment de rejet. Je n'ai eu aucun sentiment, j'étais normale, zen. Donc la femme s'approche, en fait elle me demande, elle me dit bonjour, je ne sais pas, j'ai des problèmes, je souffre. Elle commence à me raconter des trucs, beaucoup d'histoires. Moi aussi je l'écoute. Mais je trouve qu'elle est un peu trop sale. Elle a d'une clocharde. Mais je suis un peu perturbée parce que elle a la voiture. C'est vrai que c'est une vieille voiture. Elle a un téléphone. Elle a un iPhone même. Un iPhone. Elle me dit qu'elle me raconte plein d'histoires. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Elle me raconte plein d'histoires. Mais à la fin, j'ai eu une conversation d'environ 20 minutes avec cette femme. À la fin, je me rends compte que c'est une menteuse. Elle a dit que les choses qu'elle m'a dit au début, à la fin, elle me raconte des trucs qui ne tiennent pas. Après, j'ai décidé de partir. J'ai dit que bon, je t'ai déjà beaucoup écouté. Je vais partir. Elle dit non, tu peux m'aider. Vraiment, je veux que tu sois mon ami. Est-ce que tu peux m'héberger? Je dis que non, maman, je ne peux pas t'héberger. Je vais sauter tous les détails ici, que je lui ai montré la route de l'église, que va là-bas, on aide les gens. Mais aux États-Unis, non, on aide les gens partout. Comment? Donc, il y a beaucoup de services là qui aident les gens. Donc, je lui indique ceci, elle me tourne. Bref, je ne vais même pas rentrer dans ces détails-là. Elle me dit qu'est-ce que je peux l'héberger. Je dis non. Elle me dit que tout le monde me fuit. Hein. Tout le monde me fuit. Il y a des gens comme ça, je vois, je leur donne l'adresse. Après, ils disent qu'ils vont m'appeler. Ils ne m'appellent pas. Tu vas m'appeler. Je dis que je ne veux pas te... Elle me dit, tu vas aussi me fuir. Je dis que non, je ne veux pas te fuir. En fait, c'est ça qu'elle voulait, que je dise que je ne vais pas te fuir. Vous voyez, comme on dit souvent, si je suivais les ADMG, j'allais piger la femme-ci. Je ne savais pas. Hey! Je dis, non, moi, je vais t'appeler. Je ne veux pas te fuir. C'est comme ça que j'ai dit. Elle me dit que bon, est-ce que tu peux me... Donne-moi alors ton numéro. Moi aussi, tout n'a eu mon numéro. Donne-moi ton prénom. Mais je pense que je vais donner un faux prénom. Je ne vais pas donner mon vrai prénom. Je vais donner un faux prénom. Parce que je ne sais pas pourquoi je ne voulais pas lui donner mon nom. Elle m'a donné aussi son prénom. Je ne sais pas si c'était son prénom. Donc, je lui ai donné mon numéro. Elle m'a bipé. Son numéro s'installe sur mon téléphone, mais je n'ai pas enregistré. Elle me dit que je vais t'appeler, même dans la rue, j'ai besoin de quelqu'un avec qui parler, je suis seule, je souffre, blablabla. Tout le blabla m'a raconté toutes ses souffrances. Elle a dit que maman, je vais partir, je suis partie. Je suis partie maintenant, je suis arrivée à la maison. La femme m'appelle, elle me dit que je suis partie ici, voilà, les gens ne veulent pas, comme je t'ai dit. Je dis que non, je t'ai indiqué, non, va à telle adresse, on va t'aider là-bas. Elle ne fait que me jongler un genre là. Moi, j'ai coupé l'appel. J'ai fait 1 an. 2 ans plus tard, dernièrement, on est quand le 22 décembre. Ça fait 2 ans. La femme là, 2 ans que je l'avais vue. J'avais même déjà oublié, mais il m'a eu son temps de penser comme ça. Dit que, en fait, j'avais rencontré une femme. Ça arrive à tout le monde, non? Tu restes quand tu penses à une histoire qui s'était passée, bon, ça passe.
le 22 décembre, je suis assise à la maison comme ça, en plein jour, un matin comme ça, vers 10 heures. J'ai un flair, c'est-à-dire que je ne sais pas comment je peux expliquer ça. C'est comme une vision. Je ne sais pas si on peut appeler ça vision, parce que c'est quelque chose qui n'est pas bien. Je ne sais pas comment je peux dire ça. Comme si je vois le teint d'une personne qui m'apparaît. En plein jour, mes yeux sont ouverts, je ne dors pas. Je commence à réfléchir, je dis que quel est ce teint bizarre là qui vient dans ma mémoire, un teint noir, sale noir comme ça, qui vient dans ma mémoire comme ça. Je commence à réfléchir que hey, ça c'est quoi ça? L'image de la femme là, la femme d'il y a 2 ans dans un parking, la femme clocharde. L'image là, je revois l'image, DMG, l'image commence à me hanter. Vous entendez que l'image de quelqu'un te hante. Moi, j'ai jamais vu une chose pareille. La femme là était comme ça, comme si on a pris sa photo, on a gravé dans ma mémoire. Je pars partout, je ne fais que... Toute la journée, la femme là est dans ma mémoire. Toute la journée. J'ai dit que non, maman, je ne te connais pas. Avant ça, avant que la photo, son image là se grave dans ma mémoire, ce que je reste comme ça, je dors les nuits. Ça a d'abord commencé ça, je dors les nuits. La nuit comme ça, je vois un homme qui me suit. Mais l'homme là, le teint de la femme là, quand je me suis réveillée le matin, j'ai dit que mais ça ressemble un peu à la femme que j'avais vue dans le mall. Un sale teint noir, le type était comme un fantôme dans le rêve. Dans le rêve, il me poursuivait et je fuyais. Deuxième fois, le même homme là revient. Je suis en train de dormir dans la chambre. Cette fois-ci, c'est comme une vision. C'est comme si je suis dormie, c'est comme si je suis éveillée. J'ai dit que mais ça, c'est quoi ça? Un vieil homme comme ça, torse nu. Même moi, je dors toujours avec la veilleuse. Même avec la légère obscurité qui est dans ma chambre, là, je vois un vieillard comme ça qui tourne, qui vient me souffler quelque chose à l'oreille droite. J'avais mis les écouteurs, parce que quand je ne parviens pas à prier, je mets une prière sur YouTube, je mets sur mes oreilles, là, la prière là passe. Et le côté où le vieux père est venu parler, parce que le couteau avait un peu bougé. Il a soufflé quelque chose. C'est comme si c'était des paroles. Mais quand je me suis réveillée, je me rappelais plus de ces paroles. Il est passé de l'autre côté de l'oreille gauche. Il voulait aussi, j'étais couché sur le dos. Il voulait aussi me parler à l'oreille gauche. Mais la prière, là, ça a donné bien. L'écouteur était bien placé sur mon oreille. Le vieux père a fui. Quand il est parti sur le côté droit, il a fui. Je me suis réveillée. J'ai dit que ça, c'est quoi? J'ai allumé l'encens. C'est comme ça que j'ai dormi jusqu'au matin. Donc, jusque-là, je ne faisais pas le rapprochement. C'est après, quand l'image de la femme syrienne s'est gravée dans mes mémoires, que je vois le rapprochement. Et puis, j'ai un ami prêtre. J'appelle l'ami prêtre. Je lui dis que vraiment, je ne sais pas. Moi, j'ai souvent du mal à dormir. Parfois, il y a des choses, je lui raconte. Il me dit qu'on va faire une prière. On commence la prière. Dès qu'on commence la prière, la première nuit, quand on a commencé la prière, là, le matin et le soir, la première nuit, j'ai vu un clochard. Mais c'est toujours un homme que je vois. Oh, la femme que j'avais rencontrée dans le mall, la personne que j'avais rencontrée dans le mall, c'était une femme. Je vois un clochard qui se dirigeait vers moi avec un chien. Dans le rêve, là, il vient comme ça m'attaquer. Non seulement c'est les clochards, mais il a l'air d'un fantôme. J'ai dit que les yeux effrayants, le teint noir de la femme là. Jusque-là, je ne fais pas toujours le rapprochement. Ils foncent sur moi pour me taper. Je l'ai écrasé comme une tomate. Un coup, je ne sais pas. Vous savez, quand le camion, les 22 roues là montent sur une personne, j'ai écrasé. Elle était, j'ai dit, comme la tomate. Un coup, je ne sais même pas la force où la force là est venue. J'ai appelé le prêtre. J'ai dit au père que, papa, mon père, voilà ce qui s'est passé. Il me dit que non. Ça veut dire que tu as vaincu la chose là et tu as repoussé ça très loin. Il faut continuer de prier parce que tu as repoussé ça très loin, ça peut revenir. Donc quand le rêve là, c'est quand j'ai fini les séances de prière là, c'est après alors que je vois quelqu'un qui vient me souffler. En fait, j'avais déjà vu quelqu'un qui vient me souffler à l'oreille. C'est après les séances de prière là que je vois alors, je reste comme ça en pleine journée. C'est une espèce de je sais pas, vision ou quoi. Je vois comme un teint noir, sale teint noir. Après, je pense directement à cette dame-là que j'avais rencontrée dans le mall. Après son image, c'est comme si on a pris un truc, on a collé dans mon cerveau. Que l'image, ça ne va pas partir. Et je sentais ça, quand je reste debout comme ça, je sens ça du côté droit. Donc l'oreille où elle avait soufflé, elle avait dit quelque chose là. L'image là vient rester comme ça. Et c'est comme ça que je marche avec cette image-là, partout où je pars.
J'ai l'image de la femme-ci. J'ai dit que c'est quoi ça? J'ai dit que, ok, tu as cherché, tu as trouvé. Moi, je suis l'enfant de Dieu. J'ai commencé avec les prières. Pour que la femme la parte de ma mémoire. Oh, ouais. Ça va atteindre un point où je ne supportais plus rester seule dans la chambre. Je dis que c'est le 24 décembre. Aujourd'hui, nous sommes le 5 janvier. Donc, depuis le 24 décembre, là, vraiment la malchance, la femme s'y vient me commencer l'année avec la sorcellerie. Hein? J'ai commencé les prières. J'avais atteint le point où je faisais prière de Saint-Michel-Archange. Je chantais Saint-Michel-Archange. Je reste quand je chante Saint-Michel. Saint-Michel-Archange, je défendais dans les combats. Je finis la prière, là, je recommence. Je fais même 50 fois, même 100 fois. Je dis que tu vas quitter le rosaire dedans. Prière au précieux sang de Jésus dedans. Quand je prie comme ça baisse. Quand je fais comme si j'avais un peu laissé, ça recommence. J'ai lancé les prières. Mais pourquoi la femme s'y parte de ma mémoire, c'était quelque chose. Je ne fais qu'avoir... Comment vous pouvez avoir l'image de quelqu'un dans votre mémoire à tout moment? Hein? À tout moment. En fait, quand j'explique, en fait, moi, c'est ce que moi j'ai compris. Hein? Je ne sais pas si tout le monde va analyser ça comme moi. Moi, je pense que la femme m'a localisé avec le téléphone. Même quand j'avais donné un faux nom. Le jour où elle m'avait rappelé, là, quand je suis arrivée à la maison, elle m'a rappelé, c'était pour me localiser. Et en fait, c'est cette femme qui me suit souvent dans les rêves. Parce que moi, je dors comme ça, je vois quelqu'un qui me suit, mais toujours avec un sale teint noir, le même teint de la femme là. Hein? Bon, dans la vie, on ne sait pas alors. Est-ce qu'on va aider les gens, on va plus parler avec les gens, tu ne sais plus où mettre la tête. On ne sait plus quoi faire. Le monde, les gens sont devenus bizarres. Vraiment, si quelqu'un est même vraiment dans le besoin, tu as même peur de l'aider parce que tu ne sais pas. Mais ce qui est là, c'est que Dieu est grand. Dieu est grand avec les prières. Quand ça ne va pas, il signe sur les prières. Je te dis, DMG, Saint-Michel-Archange, je chantais ça. Je chante Saint-Michel-Archange, défendez-nous dans les combats. Je récite ça en anglais. Comme c'est en anglais que je connais beaucoup plus ça. Je récitais ça en anglais. C'est-à-dire que je commence à réciter ça, même 30 minutes, je ne m'arrête pas. Je chante, je chante, je chante, je chante. Mais, donc, dans la vie, on va être prudent, mais parfois même, on tombe souvent même sans même savoir. Je ne sais pas. Donc, comme je dis toujours là, prions toujours, prions seulement. La prière, vraiment, c'est la seule, c'est seulement Dieu qui va nous sauver. Donc, c'était un peu ça. Au revoir. Et j'espère que ça va quand même édifier les gens pour qu'on continue toujours d'être vraiment prudent, très prudent. Au revoir, merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la troisième histoire. Maintenant, mon histoire s'intitule « Comment est-ce que j'ai failli vendre mes propres enfants sans le savoir ?» Donc, ça remonte à il y a quelques mois parce que je vous dis 2023. Quand vous écouterez un jour, on parle de 2023, sachez que ça a été une année pour moi. Je n'étais pas sûre de voir 2024. C'est pourquoi je me permets de raconter ces réalités qu'il faudrait que les autres sachent. Une amie, une camarade de classe à moi de mon enfance me propose une réunion, un djangui. Le djangui consiste à cotiser chaque jour, à épargner chaque jour des sommes qui plus tard donneront un assez gros lot pour que vous puissiez vous réaliser. C'est comme ça que j'entre dans ce djangui-là. C'était d'abord 10 000 francs jour. Vous savez, quand on est commerçante, c'est facile d'avoir certaines sommes par rapport au type d'article que vous commercialisez. Maintenant, quand vous avez cet argent-là, comme vous avez l'habitude d'en avoir, c'est facile aussi de dépenser parce que vous vous dites, demain j'aurai. Or, il vous faut bien garder de l'argent pour acheter le fonds de commerce, quoi. L'argent pour acheter la marchandise, il vous faut garder. Bref. Il vous faut toujours avoir de l'argent pour pérenniser votre activité commerciale. C'est comme ça que je dis, mais c'est une très belle idée, c'est 10 000 francs jour, 10 100 francs jour. J'y entre. Je suis sûre qu'ici, beaucoup d'adeptes, parce que j'ai vu quelqu'un de ce djangui la reconnaître. Elle va comprendre pourquoi j'en suis partie. Je n'ai jamais dit au revoir, parce qu'on ne dit pas ces choses quand on part. On sauve d'abord sa tête. Donc, excuse-moi, ma chérie. Si tu écoutes ça un jour. Ça s'est bien passé les 10 000. On était 100, nous étions 100. Donc, 10 000 francs par jour. Une personne vous fait par jour. Ça faisait 1 million par jour.
Bien sûr, quand tu viens d'arriver, tu es 99e ou 100e ou 88e ou 76e. Bien sûr, il y a des heures de cotisation, certaines heures traversées, tu peux plus cotiser. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est donc comme ça que je m'attelle vraiment à la tâche. Je cotise effectivement chaque fois et je bouffe. Premier tour. Deuxième tour, parce que c'est une boucle. Quand ça finit, on recommence. Deuxième tour, oui. Je cotise encore. Et bien sûr, je bouffe. Cette fois-là, je monte à 20 000. Parce que 10 000, c'est d'abord la version test selon moi. Je monte à 20 000 francs jour. La cagnotte est toujours d'1 million, hein, c'est pas plus forcément. Ça dépend du nombre de noms. Donc, je prends 2 noms. Ceux qui font un Django au Cameroun peuvent comprendre. Peut-être que DMG peut prendre la peine de vous expliquer parce que je ne sais pas comment expliquer ça en d'autres termes. Donc, voilà, donc je gagne 2 millions. Toujours pas loin des 100, hein, après les 50, en tout cas, parce que je suis nouvelle. Vraiment, ça me gagne. Je me dis, waouh, donc ne vole pas dans cette réunion-ci. Je passe donc à 3 noms, soit 100 000 francs. Non, à 4 noms, à l'autre tour. Ainsi de suite jusqu'au jour où je suis arrivée à 10 noms, c'est-à-dire 100 000 francs jour. 10 000 francs fois 10, soit 100 000 francs jour. Ça veut dire que quoi? Tout ce que je vendais, je ne mangeais rien. Je ne faisais rien avec. Je n'étais pas dans les choses de bois. Il n'y a pas moyen d'abord de boire parce que parfois je m'endettais même parce que j'étais peut-être à 80 000, 70 000. Il fallait compléter 30 000. Parce qu'il fallait à tout prix être à jour. Je cotisais 100 000 francs jour. Donc j'étais censé gagner 10 millions. Et vraiment, je me battais. Je me battais comme un beau diable. Comme un beau diable, vraiment. C'est comme ça que cette année-là, je cotise effectivement très bien. Et je bouffe les premiers 5 millions. Parce qu'elle m'avait mise sur deux parties différentes. Parce que par prudence, elle te met au début, les 5 autres, on les met à la fin. Sinon, tu risques de fuir, n'est-ce pas? Je bouffe donc 5 millions. Et ce jour, je reçois la visite de mon grand-père qui arrive à la maison. Il venait voir comment ça va et tout, et tout, et tout. Il dit, Pater, comment tu vas? J'embrasse, on passe du temps ensemble. Je bouffe mon argent. Tout se passe vraiment super, hyper bien. Et il finit, et je lui dis, voilà, pour mes protections, parce que moi, je suis traditionnaliste. J'ai compris qu'à un moment donné, on va arrêter de se leurrer. Il faut penser, il faut qu'on fasse confiance un peu à ceux qui sont passés avant nous. C'est comme ça, comme je vous raconte là, que j'ai dit à mon grand-père, voilà, il faut sauvegarder mon argent. Je veux juste qu'on aille revoir encore le grand-père qui est décédé pour lui dire, mais c'est parce que sans lui, ce ne serait pas possible. C'est comme ça, donc, mon grand-père, je reste ici. J'oublie l'histoire. Je suis en train d'envoyer l'argent déjà à mon fournisseur. Je devais lui envoyer 10 millions, d'envoyer d'abord 4 millions. J'envoyais d'abord 4 millions avant. 1 million m'a servi à... 1 million m'a servi, c'est même plus à 3, quoi. Bref, j'envoie cet argent au fournisseur et je continue à cotiser sans souci. Mais la version de problème que je commence à avoir n'a pas de sens, ça n'a ni tête ni queue. Les problèmes que j'avais pas avant, je commence à les avoir. Je n'arrive plus à cotiser, je commence à m'endetter, mais je ne comprends pas pourquoi. Je n'ai pas changé de mode de vente, je n'ai pas changé de produit commercial, bref. C'est comme ça donc mon grand m'appelle un soir. Je suis ici à la maison sur mon canapé. Il me dit, et tu es entré dans une réunion. La réunion où tu es entré là. On va prendre ton fils. Ton premier fils et ta dernière fille. Je dis quoi? Il me dit oui. On va prendre ton premier fils et ta dernière fille. Comme sur le grand-père, je ne sais pas si le fait qu'il ait vu beaucoup trop d'argent pour un grand-père le dérange. Qu'est-ce que je fais? J'appelle une voyante. Elle me dit oui, effectivement, je vois tes fils, tes enfants, tes fils, oui, comme ça, il y a le garçon et la fille attachés sur un hôtel. Et sur cet hôtel-là, ils sont attachés avec le fil rouge. Je crois qu'ils attendent juste l'heure du sacrifice. Je dis, mais pourquoi? Je n'ai donné mon accord pour rien. C'est un Djangui normal, on ne se connaît pas, c'est vrai. On ne se connaît pas, je ne connaissais pas des membres de là. Et vous allez remarquer qu'à chaque tour, les gens sortaient toujours.
Bref, je vais vous expliquer après pourquoi. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe et tout et tout et tout. Le grand-père me dit, tu dois encore à la réunion. Là. Il dit que, étant donné que j'ai à bouffer, mon an n'atteint pas encore les 5 millions que je suis en train de cotiser là. Donc forcément, j'ai une dette là-dedans. Et entre-temps, le dernier tour, mon mari ayant vu comment je ramassais beaucoup d'argent, il est aussi en train. Nous étions deux. C'était très bon pour faire le sacrifice de l'enfant parce que c'était comme si on était consentants, lui et moi. Je vous promets donc que les gars se sont donc, en fait, je ne sais pas comme s'ils ont parlé, hein, je ne parlais pas de ça. Quand le grand-père nous dit ça le matin, il nous dit avant midi demain. Il est quelle heure? On dit 19, il était peut-être 19 h 20 h. Avant midi demain, vous aurez perdu un enfant. Si vous ne vous attelez pas à rembourser cet argent aujourd'hui, mon mari n'avait pas bouffé. Voilà la grâce que j'ai eue. Il avait seulement 3 non, soit 31 jours. C'est comme ça donc ses efforts combinés aux miens, ça suffisait pour rembourser et sortir de la réunion. Et parce que le fait d'y être signifiait qu'on continuait de donner notre accord. Comme je vous raconte cette histoire-ci, pour savoir comment le monde est méchant. On rembourse, on rembourse, on rembourse, on rembourse. On se rend compte qu'on a toujours un trou de près de 500 000 qu'il faut rembourser. On n'avait pas d'argent à la maison. Mais j'ai bradé la marchandise, mon mari s'est battu, on a remboursé. Quand on rembourse à la dame, elle me dit, tu crois que je ne sais pas que vous savez? Je sais que vous savez et je m'en fous. À partir d'aujourd'hui, la dette que tu crois être là, ce n'est plus ça. Il y a encore 1 million supplémentaire. Ça appelle le grand-père. Le grand-père me dit du village que je t'ai dit que l'argent là doit sortir. Donne l'argent sur sa parole. Fini avec, c'est un sacrifice. Tu n'as pas le choix. Entre ça et la vie de ton enfant, tu peux faire quoi? Je précise que le grand-père ne la connaît pas. Comme ça que je cherche, j'envoie l'argent. Elle me fait un rire méchant. Mais alors, je vous dis que c'est une fille d'une douceur. Cette dame, au Cameroun, elle a une... Bon, non, on donne pendant des entreprises. Mais c'est une jeune dame de mon âge aussi, 35 ans, qui est une très bonne entrepreneur, qui est applaudie par tout le monde, qui est appréciée, qui fait de très belles choses, qui était même modèle entrepreneurial pour moi. Je vous assure, la façon dont elle m'a parlé ce jour en me disant, vous croyez que je ne sais pas que vous savez. Si on vous disait que c'était le même temps qu'elle utilisait, vous me dites, ma coucou, ma dodo, s'il te plaît, oh mon bébé, s'il te plaît, je vais laisser passer tel avant toi, elle a des problèmes financiers, oh mon bébé. Ah, je vous dis, si on vous dit que c'était la même personne, la voix était comme la voix des gens des films là, vous voyez les gens des films qui parlent souvent, ils sont souvent, le rire est tellement méchant là. C'était exactement cette voix-là. Elle était passée de la douceur absolue à la... Elle n'était même pas méchante, elle était effrayante, on dirait un démon. Elle me dit que je crois qu'elle ne sait pas que je sais. Parce que l'excuse qu'on avait sortie ce jour-là, c'est que nous avons été affectés de la ville et le temps de relancer nos activités, il nous faudra un peu de temps. Parce que mon époux, lui, il est à fonction publique, ce qui fait que on pouvait utiliser cet alibi, mais moi je suis commerçante. Donc comme je vous dis, on a remboursé cet argent en plus. Avant qu'on ne rembourse, quand on dit comme ça, on m'appelle à l'école de mon enfant, de mon fils. D'abord le soir, quand le grand-père d'abord nous annonce qu'on va perdre l'enfant. Je regarde, il dit que l'enfant ne se sent même pas bien maintenant. Je dis non, mon enfant va bien. Je viens, je le trouve dans la chambre assis seul. Les autres jours, je dis, et qui? Je t'entendais crier, sinon il dit, il ne crie pas, il ne se sent pas bien. Je dis que tu as quoi? Il me tire. Comme je vous raconte, il vient, je le tire autant que moi, je l'amène au salon où je suis assise. Je l'amène au salon, je lui dis, bébé, ça va? Il me dit, maman, voilà encore le monsieur là qui vient encore de sortir. Il a encore coupé ma tête. Je dis, mais qui a encore coupé ta tête? Donc voilà, non, tout le temps il coupe ma tête. Tout le temps il prend le couteau, il coupe ma tête. Il a encore coupé ma tête aujourd'hui. Le voilà, maman, le voilà, le voilà. Le temps qu'il tend le doigt, il monte vers le rideau, vers la porte d'entrée de la maison. Je le vois, rien, mais il n'y a rien. Moi, le voilà, tous les jours. Il avait d'abord fait ça, il avait fait ça l'autre jour encore. L'autre jour, c'est un enfant dans la notion du jour. Ce qu'il est sûr, c'est qu'il a vu la personne trois fois. Ça, c'est la veille, la nuit, quand le grand-père parle. Le lendemain, pendant que on est en train de se barrer dans la ville pour chercher l'argent, pendant que nous sommes en train de nous barrer dans la ville pour chercher l'argent, comme je vous raconte là, on m'appelle de l'école de l'enfant pour me dire que l'enfant est à plus de 40 de fièvre.
Parce qu'il a 40, mais quand ça dépasse déjà, ça veut dire que ça peut être plus. Je dis non, c'est pas possible, mais bon, qu'est-ce que je fais? J'y crois. Il dit non, l'enfant, ça va pas, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Madame, venez porter votre enfant, ça ne va pas, amener-le à l'hôpital. On a peur qu'il convulse parce qu'il est déjà couché sur le banc. Mon grand-père me dit, ne t'occupe pas de ça, laisse, je m'occupe de l'enfant. Laisse, je m'occupe de la bataille là. Toi, occupe-toi, fais en sorte qu'il n'y ait pas de lien, qu'il n'y ait pas de raison, qu'il n'y ait ni lien, ni raison sur laquelle on puisse se tenir pour te prendre ton enfant. Bats-toi, attelle-toi à cela, attelez-vous à cela, ton mari et toi. Elle avait augmenté les enchères de beaucoup d'argent, il fallait trouver cet argent. On a cherché, je vous assure, j'ai remboursé cet argent, le dernier argent, parce que le père a dit que midi pile, on va t'appeler que l'enfant est parti. Et tu ne pourras rien faire. On a remboursé l'argent, on a fini le jour là à 11h, je crois, 11h48. Vous n'imaginez pas que je suis sortie de la maison presque en robe de nuit sans m'en rendre compte. Parce que ça sont des détails qui jusqu'aujourd'hui, ça m'a traumatisé. Parce que quand lui dit qu'on a encore coupé son cou, sa soeur, elle ne parle plus dans la maison. Elle n'existe plus. Donc elle est seulement là, elle regarde les gens comme ça. C'est comme si elle était ici, elle n'était pas ici. Mais lui au moins, comme il est grand, elle était encore bébé, elle ne parlait pas, elle autant. Comment maintenant elle ne parle pas, elle a que 3 ans. Donc, lui, il parlait à peine. Comme je vous raconte l'histoire ici. Donc, après ça, on a remboursé la et tout. On a clôturé les comptes dans la réunion. Nous en sommes sortis. Mais vous connaissez les femmes et la curiosité. Je m'étais rendu compte qu'à chaque tour, les gens sortaient alors que c'est une réunion qui produisait tellement beaucoup. Donc, même les amis de la dame qui m'y avaient ajouté, bon, les amis de la dame qui était présidente, même les amis de celle aussi qui m'avaient ajouté, en sortaient en fuyant comme s'il y avait quelque chose. Je suis allée vers celle-là leur demander que se passe-t-il? Bonjour, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous avez quitté la réunion? Ils disent que non, maman, on ne peut pas parler des choses comme ça. Je dis, dites-moi la vérité, vous avez découvert la table de sang? Ils me disent oui, on a vu la table de sang. Tu peux m'expliquer ta part, ma chérie, je ne suis pas encore prête, ça me traumatise. Il y a une seule personne qui m'a raconté une histoire semblable. Et je me suis rendu compte que l'amie qui m'avait amené à la réunion vivait la même chose quand elle m'a fait entrer à la réunion, mais elle ne m'a pas expliqué comme ça. C'est-à-dire quoi? C'est une boucle, n'est-ce pas? Je ne sais pas sur quelle base. Parce que normalement, c'est une réunion. Il n'y a rien qui justifie que ce soit une secte. On ne te demande pas ton avis. Tu cotises normalement, tu es censé bouffer. Moi, on te donne l'argent du multivers qui va tirer le bon argent que tu as sur toi. Bon, c'est ce qu'on m'a expliqué. Ne me posez pas la question là. Ce qui se base dans la réalité, c'est que on me dit... Essuie vos énergies par ces cotisations, vos efforts. En fait, vous travaillez, vous êtes comme des petits ouvriers pour elle. C'est une cellule financière aussi qui la nourrit beaucoup. Donc, on m'a expliqué que quand tu viens adhérer, tu viens avec une personne, vous êtes deux. La personne que tu amènes 2 personnes. Toi, tu amènes 2 personnes. Parmi les 2 personnes, une aura une très belle aventure dans la réunion et l'autre devra perdre un enfant au moins. Parce que ce sacrifice doit être fait à chaque tour de la réunion. Ou bien pas à chaque tour. Bon, je ne sais vraiment pas à quelle fréquence. Mais celle qui a accepté, mais m'a dit qu'elle a perdu un fils. Le deuxième aussi était gravement malade. Sa collègue aussi avec qui son fils était gravement malade. Sauf que c'était l'enfant de la chefferie Bamoun. Du coup, elle est allée chez eux. Et c'est pour ça qu'elles ont découvert ensemble le poteau rose. Donc, je n'étais pas la seule. Sauf que moi, j'ai juste voulu... Donc, comme je vous expliquais, tu viens avec ta personne. Une des personnes va avoir une mauvaise aventure et l'autre va cotiser pour que la réunion, le djangui continue à fonctionner comme il se doit. Donc, ma copine m'a amené, j'étais comme ça pas eu sacrifice. Elle savait que j'ai suffisamment d'enfants. Dans cette réunion, on te refuse si tu n'as pas au moins 4 à 5 enfants. Parce qu'il faut que tu en perdes au moins 2. À plus de 2, on va savoir qu'il y a un problème. Si je perds 2, c'est moi qui t'ai amené. L'autre perd 2, on a aussi amené. Dans la même réunion, ce sera quand même... les gens vont commencer à s'inquiéter que mais quelle est cette réunion où tout le monde perd son enfant? Vous voyez un peu. Donc c'était un peu ça que je voulais vous raconter. La sorcellerie n'est pas toujours comme les gens croient. C'est pour vous dire ça. Ce n'est pas comme vous croyez. Ce n'est pas forcément une chose à laquelle tu as dit oui. Ou bien une chose que tu as refusée.
Ce n'est pas une chose que tu maîtrises. Les sociétés d'aujourd'hui sont passées ils sont dans la technologie supérieure. C'est-à-dire, ce n'est plus un niveau où tu vas croire qu'il faut vivre, oui, avec ta bouche. Non. Même un bonbon qu'on te donne, tu peux y être déjà. Un plat de nourriture que tu acceptes, tu peux y être déjà. Tout est possible. Donc, à tout le monde, faites attention. Je vous ai dit, préparez-vous, préparez la guerre si vous voulez être heureux. Préparez la guerre dès maintenant. À tout le monde, partagez, likez, continuez toujours à soutenir l'idée de la page parce que c'est magnifique. On peut s'exprimer comme ça et en anonymat, c'est ce qui me plaît davantage parce qu'il n'y a rien de pire que d'être reconnu par des personnes qui n'ont pas compris pourquoi tu fais leurs choses. Si elles comprennent que j'ai compris, pour la plupart, ça va détruire les choses de quelqu'un. Je peux être une mauvaise cible, une cible facile à abattre parce que je connais vraiment pas ces choses. Ce que je vous conseille de faire, écoutez seulement et essayez de vous battre pour votre vie, pour votre avenir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 4e histoire. Bonsoir DMG TV. Bonsoir à toute la communauté DMG TV. Commentez, likez, partagez l'histoire parce que c'est très important, ça nous édifie. Alors, je suis camerounais. Je te suis depuis pas mal de mois et je te dis que je suis plus que ravi et plus que reconnaissant pour ce concept parce que c'est très important. Alors je m'en vais partager une histoire avec vous, une histoire qui s'est déroulée ici au Cameroun, que je vais taire la localité. L'histoire s'adresse beaucoup plus aux dames, aux femmes. Excusez-moi, c'est par rapport aux femmes qui passent tout leur temps à aller chez le marabout, à chercher à envoûter les maris afin que ce dernier les aime beaucoup plus et répond à toutes les exigences, sans toutefois connaître les conséquences très graves qui se cachent derrière ces maraboutages parfois malheureusement. Et nous les hommes, surtout beaucoup plus ici au grand nord du continent, c'est-à-dire le Cameroun, nous sommes malheureusement victimes. Alors l'histoire c'est quoi? J'avais un ami, on n'a pas le même âge, il peut même m'accoucher, mais il m'aimait beaucoup. On passait des temps et cet ami en question est un étranger qui est venu ici au pays. Il a commencé à faire son business, voilà, il vendait des trucs à la main jusqu'à ce que il a évolué, il a ouvert une boutique, il s'est marié, il a fondé une petite famille, il avait sa petite maison. En tout cas, tout allait bien pour lui. Voilà, un commerçant. Alors un jour, il annonce à sa femme qu'il veut prendre une deuxième épouse. Voilà. Et sa femme s'oppose catégoriquement. Il faut savoir que dans la tradition musulmane, beaucoup plus, même les chrétiennes ici dans le Ghana, beaucoup, surtout les hommes d'affaires et tout ça, sont polygames. Et sa femme donc s'oppose à cette union. Et lui, il dit à sa femme que il ne peut pas parce que il s'est déjà engagé et il ne va pas reculer. Donc elle a le choix entre accepter donc cette épouse ou tout simplement se voir ailleurs. Voilà. Et la femme, c'est-à-dire se voir ailleurs, c'est-à-dire, vous comprenez déjà, c'est le divorce. Et la femme reste tranquille. Elle part donc, malheureusement, c'est une personne qui lui donne le remède qu'il fallait, donc le caution pour venir préparer, mettre dans la nourriture et donner à son mari pour l'envoûter, pour qu'il oublie l'histoire de la deuxième femme. Et elle vient donc, elle se quitta malheureusement et prépare donc le mari, ferme sa boutique.
aux environs de, disons, 19 vers 20 heures, parce qu'il rentrait, et voilà, il rentre, il passe, il salue même beaucoup de personnes. Il arrive, c'est lui, sa femme lui cherche à manger, et dès qu'il commence à manger, il n'a même pas fini. Un violent mot de ventre l'attrape, qui ne pouvait même pas se tenir debout. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Pris de panique, la femme, les enfants, on alerte, on demande au chauffeur d'amener la voiture. Dès qu'on vient garer la voiture, il dit, voilà ce qu'il dit, je cite, ne m'amenez pas, laissez-moi mourir, c'est moi. Parce que même si je pars à l'hôpital, c'est trop tard. Je ne sais pas s'il savait déjà que sa femme était pour quelque chose ou il comprenait déjà, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont ce sentiment lorsque leur maman est arrivée. Voilà, lorsqu'ils sont dans l'agonie de la mort, ils reconnaissent vite. Alors, on lui a laissé, même pas 30-40 minutes, il est décédé. DMG TV, il est décédé. Maintenant, on a amené la police et tout ça, le commissaire, avec les autorités qui sont venues faire, avec les médecins, ils ont fait l'autopsie. Donc, tu connais comment notre pays est, comment ça avance surtout sur le plan de la justice et tout. Bon, malheureusement, comme c'était musulman, le lendemain, on est allé l'enterrer. Donc, tout le monde était dépassé quand on disait que cet homme est décédé. Tout le monde était vraiment dépassé par cette histoire. Et pour comprendre un peu, c'est ça que j'ai dit, nos femmes, souvent, vraiment, c'est des diablesses. Excusez-moi du terme. Certaines, bon, je ne vais pas condamner toutes les femmes, surtout que c'est une femme qui m'a mise au monde, mais la plupart sont des diablesses. Quand nous sommes arrivés donc, pour, comment dirais-je, présenter nos condoléances et tout ça, essayer de réconforter la famille. Et vous savez, ici, il y a une manière de construire la maison, donc c'est-à-dire, on fait notre salon à l'entrée de la maison, voilà, avec la porte de la voiture et tout ça, et on construit pour la femme à l'intérieur. Ce n'est pas comme dans certaines maisons où la femme et l'homme habitent, surtout quand tu es un responsable, tu as des amis que tu vas. Donc, quand nous sommes venus pour la petite histoire, parce que je ne vais pas aller très loin, je vais aller très vite. Voilà. Moi, on entendait la voix de la femme qui parlait, qui riait de ça. Je te dis, DMG, le même jour que son mari est décédé. Donc, ça ne la disait rien. Voilà. Elle est restée veuve, malheureusement, ou heureusement pour elle. Voilà, avec ses enfants, ils se sont accaparés des richesses de l'homme, puisque l'homme est un étranger même. Ça, voilà. Tu comprends un peu ce que je vais dire. Et tu vois malheureusement comment nous les hommes, on risque notre vie pour, au nom de quoi? Au nom de l'amour. Les femmes partaient, se permettent d'aller chez le marabout. Le marabout, je tiens à vous dire, souvent, certes, il y a le spiritualisme existe, mais 90% de ceux qui prétendent connaître un peu de spirituel sont de purs escrocs. Ils partent en bourse, ils cessent les écorches, qu'ils disent, bon, ça là, ça ne peut pas tuer, et ils te donnent. Ils cherchent les écorches, ils te donnent. Et quand tu vas aller donc appliquer ça, si ça ne marche pas avec la personne, ça peut l'amener à la tombe aussi facilement. Aussi facilement. C'est Dieu qui nous garde. Alors, je te salue. Et voilà, c'était juste pour vraiment édifier et dire aux hommes vraiment qu'il faut, si vous voulez, vraiment, comment dirais-je, être polygame de votre vie. Dès le départ de votre couple, il faut aviser déjà à votre première épouse que non, il ne faut pas ça penser que tu es la seule. Je vais. Mais si déjà elle commence à coucher avec vous et tout ça, et il y a des femmes qui sont tellement jalouses et qui sont prêtes à tout. Voilà, donc voilà, c'est un peu ça comme morale de l'histoire, mais chacun va attirer ça. Vraiment, mes sœurs dames qui sont abonnés à ton émission, qui sont abonnés à cette plateforme, vraiment de grâce, arrêtez d'aller, c'est le marabout pour venir nous tuer, nous les hommes.
Arrêtez. La plus belle des manières pour amener un homme à vous aimer, c'est la manière dont, c'est l'importance dont vous l'accordez. Vous comprenez un peu, il n'y a pas un miracle là-bas. Il n'y a pas quelque chose. Dès que vous l'aimez, vous le traitez bien. Je vous assure, tout homme, je suis un homme, et je vous assure que tout homme va rester tranquille et va vous aimer. Mais si déjà il arrive à la maison, il trouve que les choses sont en désordre, la maison est sale, la nourriture, pour qu'il amène même certains de ses amis de longue date, il faut d'abord qu'il vous appelle au téléphone pour vous aviser que non, j'arrive avec quelqu'un. C'est-à-dire, va d'abord, je connais que tu aimes trop la saleté, va d'abord un peu nettoyer le salon, vous voyez un peu. Mais si l'homme, déjà, tu produis papa bien, tu lui traites bien, tout ça, je pense que, en tout cas pour ma part, je pense que c'est très important. Et il va aussi en retour vous aimer. Alors, passez une agréable soirée à vous. C'était un petit du Septentrion qui vous passe ce message, qui aussi est un message pour sensibiliser vraiment. Alors, ciao. Partagez, aimez, likez, parce que ça que partage, vous sauvez une famille. Voilà, ça que partage, taguez vos amis. Il faut les inviter à venir suivre. C'est comme ça que la famille va grandir. Alors, bonne soirée à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. Bonjour DNG, bonjour la communauté DNG. N'oublions pas de liker, de partager et de commenter. DNG, l'histoire que je vais te conter aujourd'hui est l'histoire que j'ai vécue moi-même. L'histoire se déroule en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. L'histoire concerne ma maman et sa meilleure amie, dont je lui donnerai le nom de Sarah. Sarah était en Côte d'Ivoire avec sa fille et son mari. Et Sarah était une Ghanéenne aussi, comme ma maman. Donc du coup, à part ma maman, je n'ai jamais vu une amie de Sarah quelque part. Donc Sarah faisait tout avec ma maman. Ils vendaient presque les mêmes choses et ils faisaient tout ensemble. Souvent, quand Sarah venait à la maison pour venir rejoindre ma maman pour qu'ils partent ensemble aller vendre, tu ne la vois pas venir. D'un seul coup, tu vois Sarah apparaître dans la cour. Et maman avait pour habitude de l'attaquer en lui disant que toi, Sarah, même, pourquoi est-ce que quand tu viens, tu apparais, tu disparais un coup là? Faut faire attention, hein. J'espère que tu n'es pas une revenante. Hein. Et Sarah commence à rire. Sarah dit à ma maman que je vais donner un nom d'emprunt Marie. Toi, Marie, mais arrête de conneries là. Comment je suis revenante? On dit, ah, mais toi, on ne sait pas, d'un coup seulement tu apparais, après tu disparais, on ne sait pas comment ça se passe. Faut attention. Hein. Moi, j'ai déjà voyagé avec les revenants, donc là, du coup, là, je me méfie un peu des revenants. Et ça devient comme une causerie, des moqueries, et puis après, ça passe. Même quand ils partaient vendre, je précise qu'à l'époque, il n'y avait pas cours les jeudis. Donc, les jeudis, quand ils partaient vendre, souvent, je partais vendre avec eux. Et pendant leur chemin, souvent, c'est comme ça, tu vois, dès ce coup, tu ne vois pas Sarah. Après, tu vois Sarah réapparaît. Même quand ils vont pour payer à manger, Sarah ne mangeait jamais. Elle mangeait que la banane braisée, la banane pollo, l'igname braisé, le taro braisé, ce genre de trucs-là. Mais une sauce qui est préparée où il y avait le piment dedans, Sarah ne mangeait pas. Quand ma maman passait la commande, maman lui demandait, Sarah, de passer une commande pour toi. Elle dit, non, tu sais, moi, je n'aime pas manger la nourriture de dehors. Donc, moi, je vais tourner un peu, je vais acheter la banane braisée pour manger. Et c'est comme cela qu'ils faisaient toujours leur chemin. Et Sarah n'allait jamais au Ghana, parce que jamais au Ghana. Chaque année, ma mère partait au Ghana, allait saluer sa famille et revenait. Mais Sarah ne partait pas. Et quand ma maman lui demandait, mais pourquoi Sarah, tu ne vas pas au Ghana? Elle dit non, qu'elle n'est pas encore prête. Mais l'année prochaine, en Pâques, elle ira au Ghana. Et je précise que Sarah et ma maman viennent du Ghana, mais ils ne viennent pas de la même région. Mais Sarah avait pour habitude de dire à ma mère que je venais de telle région et je venais de tel village. Et le nom de ma famille est tel ici. Donc du coup, ma maman connaissait la famille, le nom de la famille de Sarah, le village dans lequel Sarah venait et la région dans laquelle Sarah venait. Mais ils ne sont pas de même région. Et Dieu merci,
l'année prochaine, quand la période de Pâques est arrivée, Sarah confirmait à ma maman qu'elle allait partir vraiment au Ghana pour la fête de Pâques. Et Sarah a appelé sa camarade Marie. Elle dit, Marie, cette année, j'irai en fête en Pâques. Elle m'a dit, ah, ok. Si c'était en décembre, on allait partir ensemble. Mais pendant la période de Pâques, c'est pas possible. Donc la période arriva, Sarah confia sa fille à ma mère. Donc je vais lui donner le nom de Lucie. Marie, je vais au Ghana, la période est arrivée. Donc voici Lucie, ta fille. Je te la confie. Elle passera la journée avec vous aussi. Et le soir, quand son papa descendra du boulot, il passera la récupérer et partir avec elle. Chose que ma mère n'a pas trouvé d'inconvénient, puisque c'était aussi comme sa fille. Donc du coup, Lucie passait presque tout le temps chez nous. Et les soirs, quand son papa descendait du boulot, son papa venait chercher Lucie pour partir. Quand sa maman était partie au Ghana. Et je précise que Lucie, à l'époque, elle était dans les 15 ans, 16 ans par là. Et moi, j'étais peut-être que 10 ans, 9 ans, 10 ans. Et Sarah est partie au Ghana. Sarah, quand elle partait au Ghana, elle a dit qu'elle partirait seulement pour 1 mois. Et quand Sarah est partie, elle a fait 1 mois, 2 mois, 3 mois. Sarah ne revenait pas. Jusqu'à 1 an. Et là, tout le monde a commencé à être inquiet. Son mari était inquiet. Son mari venait chez ma maman. Ah, mais ta soeur, c'est comment elle est partie depuis, elle a laissé l'enfant ici, elle se soucie pas, elle ne revient pas. Ma maman lui dit, bon, comme le mois de décembre est déjà arrivé, je vais partir au Ghana, donc il faut t'apprêter, on va partir ensemble, on va partir voir qu'est-ce qui ne va pas. Je précise qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable comme ça. C'est pas facile de joindre quelqu'un. Et en décembre, Sarah, le mari de Sarah au moins, et sa fille Lucie, avec ma maman, pour la route du départ pour le Ghana. Arrivé au Ghana, ils partaient dans le village de Sarah. Après les renseignements, Dieu merci, ils retrouvent la maison familiale de Sarah. Arrivé là-bas, ils donnaient les nouvelles. Et après nouvelles données, ils savaient que Sarah est décédée. Cela fait plus de 30 ans que Sarah est décédée. C'est-à-dire que Sarah est décédée au Ghana. Elle est revenue en Côte d'Ivoire, venir refaire encore une autre vie, se marier et avoir une fille. Jusqu'à la fille à 15 ans. Ma mère était dépassée parce que ma mère avait déjà vécu ce genre de trucs. Mais le mari de Sarah, lui, qui était sa première fois, ma mère disait que la famille est devenue fou là-bas. Après, ils ont cherché à le parler, à le consoler, à le moraliser. Et après tous les petits trucs africains qu'il fallait faire, le mari de Sarah a décidé de retourner en Côte d'Ivoire avec sa fille. Il est venu en Côte d'Ivoire avec sa fille, ils étaient là. Ils ont fait 1 ou 2 mois dans la même maison. Et après, il a déménagé, il a changé de ville. Bon, après cela, nous sommes perdus de vue. Mais je rappelle qu'après, Sarah, la fille de Sarah, Lucie, avait eu un monsieur qui travaillait dans l'armée française, qui s'est remarié, qui avait eu une belle vie après. Donc, on était tous contents d'apprendre que la fille a eu un bon mari, qu'elle s'est remariée et qu'elle vivait une vie tranquille. La moralité de mon histoire d'Anne, c'était pour dire que les morts ne sont pas morts. C'est pas tous les morts qui meurent et qui le font. D'autres tournent, comme on le dit là. Ils refont encore une vie quand le jour n'est pas encore arrivé. Et après, ils partent. Donc, je demande à tout le monde de bien se comporter quand tu croises quelqu'un. Parce que tu ne sais pas qui est cette personne qui est devant toi. Ça peut être une personne vivante ou pas. Donc, soyons gentils, soyons respectueux et prions. À chaque fois, prions. Merci encore et bonne journée à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire. Salut DMG, salut à toute la famille DMG. Donc, je vais raconter une petite histoire. Je ne sais pas si c'est mystique ou bien comment. Bon, bref. Et il s'agit d'une tante qui avait fait fortune. Pas fortune en tant que telle, c'était une femme qui se battait pas mal. Elle a donc construit sa maison, elle avait son commerce, tout marchait bien pour elle. C'était une belle femme jeune et elle vivait avec beaucoup de gens dans la maison, avec ses neveux et ses soeurs.
Voilà, un dimanche, tout le monde est sorti. Comme le dimanche, les gens sortent souvent, c'est d'autres qui vont à la messe. Après la messe, ils partent se balader. Et ce dimanche-là, elle est allée à la réunion, mais elle est rentrée très vite. Elle était sortie vers midi, elle est rentrée même vers 14 heures. Elle était donc à la maison seule là. Vers 15 à 16 heures jusqu'à peut-être 19 heures. Elle était seule. Donc on a passé à la maison seule. C'était une grande maison. Elle venait d'aménager dans cette maison. C'était une maison neuve qu'elle venait de construire. Elle venait d'aménager à peine 6 mois comme ça. Et dans la réalité, cette tante-là, c'est une personne qui est très gentille. Elle aime trop donner à manger aux gens. Elle aime nourrir les gens en général. Elle s'occupe bien des gens. Et elle a toujours donné le conseil que dans la vie, quand vous voyez quelqu'un, la moindre chose que vous puissiez faire à cette personne, c'est de lui donner à manger. Parce que parfois, quelqu'un vient vous visiter comme ça. Peut-être la personne a passé plusieurs jours sans manger. Donc, tout le monde la connaissait comme ça, qu'elle est très accueillante. Donc, voici, elle est seule à la maison. 2 hommes viennent sonner au portail. Elle ouvre. Les hommes disent bonjour, bonjour. Et elle ne les connaît pas. Et les hommes font comme s'ils veulent entrer. Vous savez, quand vous ouvrez le portail, les gens sont à l'extérieur. Là. Ils foncent, ils commencent à se diriger comme s'ils veulent entrer. Elle laisse entrer. Et quand les 2 hommes entrent, elle ferme le portail. Elle est un peu étonnée. Elle s'attend à ce qu'ils se présentent. Ils ne se présentent pas. Et les hommes disent bonjour, madame. Elle aussi dit bonjour, mes frères. Bon, maintenant, elle se dit que c'est sûr que c'est les gens qui l'ont reconnue. En fait, c'est des gens qui la connaissent, mais elle ne les connaît pas. Donc, elle dit entrez, entrez, ils entrent. Elle dit installez-vous, ils s'installent. Elle dit j'ai la bière. Comme elle avait toujours la boisson à la maison, elle dit j'ai la bière, il y a la bière, il y a les jus, vin rouge, il y a même des trucs, les liqueurs et tout. Les gars disaient qu'on veut boire la bière. Elle dit vous prenez quelle bière? Elle avait des variétés de bières. C'est les gars. Après, je sais que j'ai fait la bouffe, j'ai fait telle bouffe. Je vous sais, les gars disent sans problème, essayez les gars. Les gars mangent. Après, ils entrent dans les commentaires, ils commencent à causer. Les gars mangent en causant. Elle dit que si vous finissez de manger, si vous voulez encore la bière, il y a la bière ou bien le vin, tout ce que vous voulez. Les gars ont mangé, ils ont causé. Ils ont fait peut-être 1 heure. Ils ont fini de manger, ils étaient encore en train de boire. Après, les 2 hommes là, de temps en temps, ils se regardent. La tante, elle ne se demande pas qui sont ces gens. Je ne les connais pas, ils ne se présentent pas. Non, ils sont là. Ils sont 3 dans la maison. Et c'est un nouveau quartier, s'il vous plaît. Le quartier, c'est un nouveau quartier. À l'époque, là, le quartier était désert. Le genre que tu vois une maison ici. Après, il y a les terrains vides, les maisons en construction. Sur la route, là, on habitait tous ensemble. Sur la route, là, il y avait peut-être 3 maisons. Il y avait seulement 3 maisons. C'était un terrain tracé. Il y a les lots de 400 mètres, mais il n'y avait pas beaucoup de gens qui habitaient. Des gens qui vivaient, il y avait peut-être 3 familles, dans 3 maisons éparpillées comme ça. Là. C'était désert. Donc, ils sont restés. Après, les gens l'ont dit qu'ils veulent partir. Elle dit, OK. Ouais, je n'ai même pas beaucoup d'argent. Je veux quand même retrouver même 1000 francs. Vous devrez avoir ça pour le taxi. Après, les hommes lui demandent que j'ai dit, madame, vous nous connaissez? Elle dit, non. Il dit, mais les 2 là s'exclament. Il dit, mais ils se regardent. Il dit que, avec tout ce qu'on nous a envoyé, on venait ici te tuer. Mais la personne qui nous a envoyé nous a dit que tu es très méchante. Mais on était d'abord étonnés au portail là. On a fait beaucoup de gestes, mais ce que vous ne voyez pas. On arrive au portail, on vous bouscule un peu pour entrer, vous nous laissez entrer. Vous nous accueillez, vous nous faites entrer à la maison. Vous donnez à manger, mais dans vous venez à les taxis, on vous dit même au revoir, vous dites au revoir. On ne sait même pas présenter, vous ne savez pas qui nous sommes. Et on dit que la personne qui nous a dit de venir te tuer, ce n'est pas ce que la personne nous a dit. Ma tante dit, ah, même si la personne vous a dit n'importe quoi, vous avez vu, mais vous avez constaté. Et les hommes là sont alors sortis, sont partis. Dès qu'ils sont sortis, ils sont partis. C'est comme ça qu'elle commence à trembler. Là, elle a alors fermé le portail à clé. Quand on rentre là, pour qu'elle ouvre le portail, c'était la guerre. Elle a commencé à trembler, elle avait peur. C'est qu'on est rentré qu'elle nous a rentré. Vous avez vu ce qui s'est passé? Je vous dis toujours que la nourriture, c'est la gentillesse. Donnez toujours à manger aux gens, donnez à boire aux gens. La nourriture se sauve. Donc, c'était un peu ça, mon histoire. Ok, bye bye. Et j'espère que vous avez aimé. Pour commenter, partager, liker. Bye.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le programme d'aujourd'hui. On se prend demain pour 6 autres histoires mystiques. Ciao, ciao. Partagez, likez.